C'est une histoire, je trouve, finalement très morale, parce que je reçois Lune sanglante, je lis Lune sanglante, et je suis franchement enthousiasmé. Je sais pas, j'ai le sentiment que j'ai jamais lu quelque chose comme ça, qu'il y a une façon de traiter la violence qui est à la fois extraordinairement efficace, en même temps extraordinairement glaçante. Donc il y a ce que disait Manchette dans son article par la suite, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un regard moral, il n'y a pas de complaisance, et puis il y avait une force, une puissance étonnante. Et à ce moment-là, je dis, on le prend, mais il se pose un problème, c'est que c'est un livre pour pour une édition de poche qui est assez gros, donc c'est une traduction assez chère, c'est un inconnu, et l'agent me dit à ce moment-là, ah mais attendez, c'est une trilogie, vous êtes obligé d'acheter les trois. Donc, Edouard Andréis, même d'ailleurs, me dit, écoutez, c'est un énorme risque, vous savez, si jamais ça ne marche pas, on sera peut-être obligé d'arrêter la collection. Et puis, vous feriez peut-être mieux de faire ce que vous savez bien faire, justement être prudent. Bon, mais je voyais aussi ce qu'il voulait dire. C'est vrai aussi que de publier les inédits des grands auteurs, ça coûte moins cher que d'acheter. Alors, et j'étais tellement enthousiasmé par le livre, je jette un œil sur les deux autres et je dis si, il faut y aller. Oui, c'est là où ils en ont commencé. Les premiers traducteurs à qui je pense le refusent, soit parce que c'est trop difficile, l'un c'est une femme, c'est parce qu'elle a trouvé le bouquin trop violent, il y en a un qui trouvait que politiquement parlant il savait pas très bien, il se demandait tout juste s'il me disait pas que c'était un livre fascisant. Je commençais à me dire c'est pas possible. Et puis quand le livre est paru, d'ailleurs, silence radio, sauf, je dois dire, Michel Renaud dans Le Dauphiné libéré, il n'y a pas un papier qui tombe, on sent bien que les gens sont un peu décontenancés et qu'ils n'osent pas se mouiller par rapport à leur bon, tout bêtement. Et c'est là où le hasard joue de façon incroyable, c'est à ce moment-là, quasiment, le livre était sorti depuis un mois à peu près. Il marchait pas du tout d'ailleurs. Et Manchette, qui était un copain, on s'appelait de temps en temps, me téléphone. Et il me dit, dis donc, je viens de lire un bouquin chez toi qui est absolument extraordinaire. Qui c'est ce type-là? Il a un style éblouissant, une force d'impact formidable et tout. Et je lui dis, ben, je suis content que tu trouves ça bien, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réactions. Du coup, notre attaché de presse en parle à Libé. À Libé, il dit, si Manchette veut faire un article, évidemment, des preneurs. Manchette me dit, oh, je ne suis pas sûr que je veux faire un article pour Libé, je vais y réfléchir. Bon. Toujours est-il qu'il a fait cet article, et que le jour où l'article est paru, la preuve que Manchette avait quand même une voix extraordinaire, parce que je vous mens pas, le jour où l'article est paru, c'est ce jour-là, le phénomène Elroy a démarré en France et s'est pas arrêté depuis. Le troisième œil qui avait été repris par Stéphane Bourgoin, qui lui il aimait beaucoup le bouquin, je crois qu'il en avait pris une vingtaine, il en avait vendu péniblement, alors que c'est une librairie spécialisée, 5 ou 6 pendant un mois, et il me dit, et les 14 qu'il avait, il les a vendus dans la journée, et ça était, si Manchette donnait sa caution à Elroy, c'est que c'était peut-être pas fascisant, entre guillemets et tout, donc, là, et d'un seul coup, il y a eu une explosion aussi également critique autour d'Elroy. Et je dis à juste titre, parce que bon, Elroy, c'est quand même un phénomène dans tous les sens du terme. Je pense que c'est un des plus grands écrivains américains du XXe siècle, tout simplement.